Bonjour Francis Rocard, donc astrophysicien au CNES, l'Agence spatiale française, et plus particulièrement chargé de l'exploration du système solaire. Et une année riche en exploration, notamment avec Philae, dont on a eu des nouvelles récentes. Alors rapidement, les enjeux d'un engin à la surface d'une comète, c'est pas facile d'atterrir et d'y rester. C'est pas facile de se poser sur une comète, d'ailleurs ça n'a jamais été fait. Et on est très fiers parce que c'est une première mondiale. Et donc on s'est posé, comme vous le savez, avec quelques petits aléas, puisqu'on a rebondi sur 1 kilomètre de distance. On a eu une collision en plein vol et finalement on s'est posé à un endroit qui était très à l'ombre. Et ce qui explique qu'on se réveille maintenant si tard. On s'est réveillé la semaine dernière et Philae, aux dernières nouvelles, va bien. Et on a encore des communications un petit peu erratiques, mais on espère que la liaison radio va être de meilleure qualité pour pouvoir envoyer des ordres à Philae et puis le faire travailler réellement. Alors je rappelle que vous êtes astrophysicien au CNES, l'Agence spatiale française, qui est très présente dans Philae. Rosetta, qui est la sonde qui a porté Philae, est une mission de l'Agence spatiale européenne, mais Philae, c'est une mission qui réunit essentiellement le CNES, l'Agence spatiale française, et le DLR, son homologue allemande. Oui, Philae, c'est un consortium européen, Allemagne, France, Italie, Irlande, Grande-Bretagne. Enfin, après, il y a beaucoup de monde, et peut-être un peu trop d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Et nous avons, au CNES, été en charge de toute l'aspect navigation de Philae, et on est très fiers parce qu'on a touché la surface à moins de 100 mètres près. À moins de 100 mètres près. À moins de 100 mètres près. Donc on a fait une navigation coordonnée avec l'Agence spatiale européenne pour la partie Rosetta, et qui a été exemplaire et d'excellente qualité. Après, on a fourni tout le système de puissance, c'est-à-dire les piles et batteries, et également le système de communication qui nous permet de communiquer avec Rosetta. Et l'enjeu scientifique, outre mieux connaître ces corps très peu connus que sont les comètes, c'est éventuellement, bon, on sait aujourd'hui que l'eau de nos océans ne vient pas en grande partie des comètes comme on avait pu le penser, mais il y a en revanche tous ces éléments, ces briques primordiales de la vie qui ont peut-être été apportés par les comètes. Là, on va pouvoir peut-être avoir une réponse avec Philae, ou un début de réponse. Oui, en fait, l'intérêt d'étudier les comètes, c'est que ce sont les objets les plus primitifs du système solaire. C'est-à-dire que quand tout ça s'est formé il y a 4,6 milliards d'années, les comètes n'ont pas évolué. Elles sont restées au congélateur sans aucune évolution. La preuve, elles sont très riches en glace. Donc au moindre réchauffement, les glaces auraient disparu. Or, elles sont toujours présentes, ce qui prouve que ça s'est extrêmement bien conservé. Et l'intérêt de Philae, je crois que l'objectif principal de Philae, c'est d'analyser le matériau solide, organique, très riche en carbone, qui est présent à la surface. On sait maintenant que ce matériau est absolument universel sur toute la surface de la comète. C'est un instrument Virtis qui l'a mis en évidence. Mais nous ne connaissons pas aujourd'hui la composition de ce matériau organique, qui serait très intéressant à connaître. L'idée étant que les comètes ont bombardé la Terre, l'eau a été probablement en partie apportée par les comètes, aussi par les astéroïdes, mais le carbone probablement vient essentiellement des comètes. Et si vous avez des macromolécules dans ces comètes, ces macromolécules dans un bouillon de culture que sont les océans tièdes à l'époque vont réagir, fabriquer des membranes, fabriquer des cellules, donc fabriquer la vie. Donc ce qui n'est fait n'est plus à faire. Dans les comètes, vous fabriquez des grosses molécules, vous les mettez dans l'eau, ça fabrique la vie, et donc c'est cette étape-là qu'on cherche à étudier en étudiant les comètes. Une quête des origines finalement. Une quête de nos origines, à la fois du système solaire, mais aussi de la vie sur Terre. Et ça peut nous donner des indications, par exemple, pour les exoplanètes, puisque j'avais vu qu'il y avait un télescope spatial qui avait détecté, enfin, en quelque sorte, une amorce de preuve comme quoi il y avait des comètes dans d'autres systèmes exoplanétaires. Donc on peut se dire que le même mécanisme pourrait se reproduire ailleurs. Raisonnablement, bien sûr, avec beaucoup de si. Hein. Oui, non, alors pendant longtemps, on a pensé que le même mécanisme, évidemment, se produisait ailleurs. Je vous rappelle quand même que depuis 1995, on a maintenant des milliers de planètes extrasolaires. Et la grosse surprise de ces découvertes, c'est que notre système solaire est très particulier. Il n'est pas du tout comme les autres. Et là, il faut arriver à comprendre pourquoi nous avons des planètes géantes si loin du Soleil, alors qu'on les trouve si près de leur étoile ailleurs. Il se peut que le mécanisme de migration des planètes, qui a certainement fonctionné chez nous, a fonctionné de façon un peu plus complexe. Il y a eu une migration vers les planètes, ça c'est assez général, vers le Soleil, et ensuite une migration inverse. Et l'unicité de nos systèmes solaires, c'est peut-être Saturne.
C'est Saturne qui aurait entraîné Jupiter vers l'extérieur et aurait sauvé le système solaire, puisque si ça n'avait pas été le cas, peut-être que nous ne serions pas là. Il y a aussi peut-être, alors peut-être maintenant ça progresse aussi, mais il y a aussi un petit peu un biais instrumental, en ce sens c'est plus facile de détecter des grosses planètes proches de leur Soleil qu'un système comme le nôtre. Tout à fait. Il y a un énorme biais instrumental, mais on arrive à le corriger, puisque maintenant on a une statistique de plusieurs milliers, donc on peut le corriger. On sait par exemple que les planètes les plus abondantes sont de la classe Neptune, et aussi Super-Terre. Donc ce n'est pas ces grosses planètes géantes, ces Jupiter très chauds qu'on a découverts au début, qui sont les plus abondantes. Donc voilà, on a corrigé un petit peu le biais. D'accord. Alors on va continuer un peu de cette quête de la vie, un tout petit peu, avec Mars, puisque le CNES est très impliqué dans une prochaine mission martienne de la NASA, Mars Insight, puisque la France, le CNES directement, fournit des instruments majeurs sur cette mission. Alors Insight, c'est la première mission qui va étudier la structure interne de Mars, c'est-à-dire l'existence d'une croûte, d'un manteau, d'un noyau. Et nous avons la chance d'avoir développé depuis une vingtaine d'années un sismomètre qui est le meilleur sismomètre mondial dans ce domaine. Et donc les Américains sont venus nous chercher en disant votre sismo c'est le meilleur, on le veut. Et on a passé un accord avec eux. Donc effectivement, cette mission à 500 millions de dollars va essentiellement emporter notre instrument. Donc on est très fiers et on doit livrer l'instrument très prochainement, à la fin de cet été, pour un lancement mars prochain. Mars prochain. Donc mois de mars pour la planète Mars. Mois de mars pour la planète Mars et mois de septembre pour l'atterrissage. Donc rendez-vous en septembre au moment où on va se poser sur Mars. Et il y aura les 7 minutes de terreur et toute cette phase un peu angoissante. Et on espère qu'on va pouvoir déployer ce sismo. D'ailleurs, je vous invite à aller au stand du CNES en ce moment, puisque vous avez une maquette d'Insight et avec un bras qui montre comment on va déployer le sismo sur une maquette, Mars. Je tiens à le préciser, de taille réelle en plus. Hein. Cette maquette est à l'échelle 1, absolument. Voilà. Et en plus, c'est une sonde qui reprend une architecture qui a fait ses preuves, puisque c'est la sonde Phoenix, elle reprend l'architecture de la sonde Phoenix qui s'était posée au nord de Mars. Donc je ne dis pas qu'on est certain, mais on utilise une recette qui a déjà fonctionné. Absolument, c'est la sonde Phoenix de 2008, mais c'est aussi Mars Polar Lander, qui lui n'avait pas fonctionné, mais on l'a corrigé depuis. Donc effectivement, c'est un modèle d'atterrisseur qui est maintenant bien connu au Jet Propulsion Laboratory. Donc nous avons bon espoir de nous poser en bonne santé sur Mars. Et avec un sismomètre, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre de plus sur Mars? Donc sismomètre, c'est mesurer l'activité, tremblement de terre, la vie de la planète, la vie géologique intérieure. Alors les sismomètres sur Terre, c'est essentiellement pour mesurer les tremblements de terre, oui. Mais ça permet aussi de mesurer les explosions atomiques. Donc tout ce qui bouge est mesuré. Sur Mars, on espère un peu de tremblement de Mars, mais d'une part, on est dans une totale inconnue, puisque le seul sismomètre qui a été posé sur Mars était sur une sonde Viking en 1976, mais pour des raisons de fabrication, ce sismomètre a mesuré le vent. Donc on n'a aucune mesure sismique de Mars, on ne sait pas si Mars est très active, on pense que Mars est assez peu active, et néanmoins, on a des moyens, si Mars ne tremble pas, d'utiliser par exemple les impacts de météorites. Il y a beaucoup plus d'impacts de météorites sur Mars parce que l'atmosphère est extrêmement ténue. Donc les météorites arrivent au sol bien plus fréquemment que sur Terre. Et d'autre part, il y a un autre effet un peu compliqué qu'on appelle l'effet de marée. On va mesurer l'effet de marée sur Phobos, qui est le satellite le plus proche de Mars. Et en analysant ce signal, on va finalement mesurer l'intérieur de Mars. Encore une fois, l'intérieur de Mars est très très mal connu aujourd'hui. Et si on veut faire le bilan de l'histoire de Mars, on a besoin de connaître cette structure interne. Et très bien, merci beaucoup. Et pour conclure cet entretien, on va parler d'un événement qui va avoir lieu très prochainement le 14 juillet, le premier survol de Pluton. Donc c'est une mission américaine de la NASA. Et c'est la première fois qu'on va survoler ce qui était autrefois la 9e planète, aujourd'hui une planète naine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir pour la première fois un type de corps très très peu connu. Oui, on va explorer, effectivement, on va pouvoir tourner une page dans le livre de l'histoire, puisque Pluton, qui était une planète, va être enfin exploré. Donc on aura exploré toutes les planètes du système solaire, ce qui est quand même important. Pluton est un objet de la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire la ceinture d'astéroïdes extérieure qui est au-delà de Neptune, et pour lequel nous ne connaissons absolument pas la nature de ces objets. Donc on va pour la première fois voir cette planète. Néanmoins, cette planète a plusieurs particularités. C'est une planète double. Donc elle est double avec son alter ego Charon, qui est une grosse lune, extrêmement grosse par rapport à Pluton. Les deux sont phase loquée, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que les deux se font face. Donc il y a des faces, la face de Pluton regarde Charon,
La face de Charon regarde Pluton et les faces arrière ne voient jamais l'autre lune. Et en plus, il y a déjà 4 petites lunes en plus qui ont été identifiées. Et donc, on s'attend à découvrir des choses assez étonnantes. Est-ce qu'il y a d'autres lunes? Peut-être qu'il y en a une dizaine. Et on pense que tout ce système Pluton-Charon et ces 4 lunes résulte de l'impact à une vitesse relativement importante qui a fracturé une grosse planète et a fabriqué ce réel système planétaire miniature. Et mieux connaître un objet comme ça qui est aux confins du système solaire, est-ce que ça peut nous aider aussi à mieux comprendre le scénario de formation du système solaire? Vous parliez de cette importance des planètes qui ont bougé. Est-ce que ça peut rentrer aussi dans cette connaissance? Oui, bien entendu, puisque nous savons qu'il y a un scénario qu'on appelle le grand bombardement tardif qui a un peu vidé cette ceinture de Kuiper à 99%. Et donc on a aujourd'hui, pour la première fois, accès à ce type d'objet qui nous est totalement inconnu. On disait à une époque que tout ce qu'on savait sur Pluton, on pouvait l'écrire sur une carte postale. Donc on ne sait pas grand-chose sur Pluton aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut préciser que même Hubble ne voit aucun détail à la surface de Pluton. Il voit quelques variations de luminosité, mais c'est une photo floue avec quelques pixels. Oui, Hubble doit avoir quelque chose comme 500 km de résolution sur Pluton, quoi. Donc c'est effectivement... on sait qu'il y a des variations d'albédo, on les voit. Et maintenant, la grosse surprise, c'est de savoir si on a affaire à une surface d'azote gelé, de CO2 gelé, ou une surface extrêmement plus sombre avec du matériel organique. Donc c'est un petit peu tous ces aspects-là qui vont être intéressants sur Pluton. Eh bien, merci beaucoup Francis Rocard. Je rappelle que vous êtes astrophysicien au CNES, l'agence spatiale française. Vous étiez donc sur le stand Aerospace Valley. Merci d'être venu. Merci à vous.